Parfait. Donc, bonjour encore une fois. Attendez une minute. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte sur l'assurance collective. Nous recevons Monsieur Benoît Lucier. La rencontre a une durée d'environ 30 minutes. Suivra ensuite une période de questions de 30 minutes. Là. On vous demande là, de garder vos questions pour la fin de la rencontre. Je vous présente notre invité spécial, Monsieur Benoît Lucier, le responsable de notre contrat collectif d'assurance chez Beneva. Et je vous laisse entre ses mains. Et j'aimerais remercier Madame Christine Leduc là, pour la préparation de la rencontre. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre. Ben, bonjour. Donc, OK, mon écran se partage toujours. Oui, c'est bon, parfait. Oui. C'est parce que je voyais plus comme le petit verre alentour, fait que j'étais pas certain. Vous me pardonnerez, là, je suis un petit peu moins familier avec Zoom, donc ça se peut là, que je fasse des petites niaiseries, là, mais n'hésitez pas là, à me rappeler à l'ordre là, si jamais c'est le cas. Donc, comme Mme Morin l'a dit, ben, mon nom c'est Benoît Lucier. Je suis responsable là, du dossier des assurances collectives du contrat 6000, donc là, comme le groupe comme dans lequel vous faites partie. Aujourd'hui, en fait, je viens faire une petite présentation là, sur les conditions de renouvellement du contrat là, qui s'est renouvelé au 1er janvier 2023. Cette année, c'est une année qui est un petit peu spéciale comparativement aux autres années parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été apportés au niveau là, du panier de services. Puis c'est ça là, comme que je veux vous parler. OK. Bon, comme je vous ai dit, bon, le contrat d'assurance collective s'est renouvelé là, le 1er janvier 2023. Donc, il y a eu des grosses modifications là, qui ont été apportées au régime optionnel d'assurance maladie complémentaire et également au régime d'assurance soins dentaires. Donc, suite à ces modifications-là, c'est venu impacter de façon significative la prime en assurance maladie, voyons, comme en assurance optionnelle d'assurance maladie complémentaire et également en assurance soins dentaires. Puis également, je vais vous présenter la tarification là, pour la garantie d'assurance maladie d'abord sur le volet complet et le volet réduit. Donc, les taux en vigueur là, pour le volet complet et le volet réduit pour les gens qui font un salaire de 40 000 et plus. Donc, au niveau du montant par période de paye, le volet complet, on parle de 52,88 par période de paye. La garantie monoparentale, un petit peu plus élevée, donc on parle de 63,4. Et au niveau familial, on parle de 120,23. Pour ce qui est du volet réduit, c'est un petit peu moins cher. Donc, on parle de 47,58 pour un statut de protection individuelle, 56,13 pour une protection monoparentale et de 108,7 pour un statut de protection familiale. Donc, maladie de base, donc pour les gens qui font moins de 40 000 par année. Donc, pour le volet complet, on parle de 47,10, monoparental 48,50. Pour le familial, on parle de 105,69. Pour ce qui est du volet réduit, on parle de 41,80 pour une protection individuelle, 41,59 pour une protection monoparentale et on parle de 93,53 pour une protection familiale. C'est là où on rentre dans le cœur du sujet, en fait. Donc, les modifications au régime optionnel d'assurance maladie complémentaire. Donc, l'option 1. Je vais commencer par une petite mise en contexte. Le comité, en fait, donc le comité des assurances, le comité paritaire, a convenu de modifier ce panier de services-là pour un petit peu se mettre à jour au niveau du marché. Donc, vous le savez, dans un contexte d'inflation qui est quand même assez important, ce qui a été déterminé par le comité, c'est que les maximums de remboursement qui étaient présents au contrat étaient trop bas versus ce qui était chargé par les professionnels de la santé. Ce qui est important de comprendre, c'est que on a, c'est, le but en fait du comité, c'est d'essayer de donner les meilleures protections possibles tout en tenant compte
de la capacité de payer de l'ensemble des membres. C'est là où ça devient difficile parfois de trouver un équilibre. Donc, parce que dans le contrat, on a autant des gens avec un salaire important, mais on a également des bas salariés pour lesquels il faut toujours s'assurer aussi là, de garder une accessibilité aux différentes garanties complémentaires qu'on retrouve dans le contrat. Ceci étant dit, en 2022, là, pour les gens qui avaient là, le régime d'assurance complémentaire, donc l'option 1, on parlait d'un maximum de remboursement de 20 par visite chez les professionnels de la santé pour un maximum annuel de 400 En 2023, au 1er janvier, ce maximum-là de remboursement par visite a été doublé. Donc, on est passé là, de 20 par visite à 40 par visite. Et également, le maximum annuel est passé de 400 à 800 La nouvelle tarification, donc, que ça a apporté, c'est qu'on pense là, à 6 par période de paye pour quelqu'un qui a un statut de protection individuelle. On passe à 7,51 pour quelqu'un qui a un statut de protection monoparentale et à 11,41 pour une personne là, qui a un statut de protection familiale. En gros, je vous dirais, on parle d'une augmentation d'environ 68 de la prime. Donc, si on compare là, la tarification 2022 avec celle de 2023. Donc, c'est quand même assez significatif là, comme au niveau là, du pourcentage d'augmentation. Ça demeure quand même accessible, mais ça représente quand même une bonne augmentation là, au niveau de la prime par pays. On est également venu bonifier l'assurance, l'option 2, en fait, là, qui comprend les soins dentaires. Donc, les modalités de remboursement pour les blocs ont passé de 1 000 à 1 500 Donc, comme on a augmenté là, de 50 là, le maximum de remboursement pour justement essayer là, comme de bonifier l'offre et également, comme l'Association des chirurgiens dentistes qui publie un guide au 1er janvier de chaque année avec les nouveaux tarifs, on a constaté de notre côté là, que les augmentations là, étaient à peu près de l'ordre entre 15 et 20 d'augmentation en moyenne, ce qu'on n'avait jamais vu en fait. Là. Donc, dans les années passées, on avait peut-être là, un 3, 4, 5 d'augmentation, mais cette année, c'est vraiment significatif l'augmentation des frais qui sont chargés là, par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Donc, comme la nouvelle tarification qui est applicable, maintenant, on parle là, de 19,2 pour une protection individuelle par période de paye. Pour les gens qui ont une protection monoparentale, on parle de 32,79. Et les gens là, qui ont une protection familiale, on parle là, de 43,69 par période de paye. En gros, les pourcentages de remboursement ne changent pas au niveau là, des soins dentaires. Donc, on a toujours les frais admissibles, là, donc les diagnostics, prévention, les restaurations, les prothèses fixes, donc on parle là, des couronnes et tout ça. Donc, on parle là, de 80 pour les diagnostics, 50 pour les prothèses fixes. On est passé, comme je vous disais, de 1 000 à 1 500 là, au niveau des maximums de remboursement. Puis pour les prothèses amovibles, on parle, là, se rembourse à 80 puis également, là, le pourcentage de remboursement là, est passé à 1 500. Donc, ça, c'est comme des blocs, en fait. Donc, tout ce qui est dans ce bloc-là, c'est admissible là, avec un maximum de remboursement de 1 500. Puis tout ce qui est prothèse, mais lui, à ce moment-là, a son maximum admissible de 1 500 tout seul de son côté. Là. Avec l'augmentation de la prime en tant que telle, le comité paritaire nous a demandé justement de faire preuve de souplesse au niveau de la gestion des périodes de maintien. Par ça, ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir une période
donc qui s'étend là, du 1er janvier au 31 mars, où la période, où une personne pourrait faire une demande pour soit réduire son statut de protection. Donc, quelqu'un pourrait passer là, de familial à individuel ou de monoparental à individuel pour les garanties optionnelles, donc les options 1 et les options 2. Ou tout simplement de demander à résilier les garanties détenues, donc l'option 1 ou l'option 2, sans égard de la période de maintien de 36 mois. Donc ça, on a envoyé là, les informations à l'employeur pour justement les informer de ça. Comment ça se traduit ça dans au niveau de l'application de cette mesure transitoire-là? C'est pas très, très compliqué en fait, là. Donc, les gens qui nous ont fait parvenir une demande de modification avant le 1er janvier 2023, la résiliation ou la diminution en tant que telle était applicable comme le premier jour de la première période de paye complète de 2023. Pourquoi qu'on a fait ça de cette façon-là? Ben, c'est parce que la prime, elle est chargée au début d'une période de paye. Donc, si on avait cessé comme les protections au 1er janvier, ben, il y a des gens qui auraient payé, mais qui malheureusement n'auraient pas pu bénéficier de la protection pour l'entièreté de la période de paye. Donc, c'est pour ça qu'une demande qui était reçue avant le 1er janvier, on cessait ou on effectuait la modification, c'est peut-être plus approprié comme terme, au premier jour de la période de paye complète du mois de janvier. Là, on s'entend, écoutez, je regarde les dates, là, on est quand même plus tard en janvier. Donc, à ce moment-là, si vous ne l'avez pas fait et que vous désirez vous prévaloir de la possibilité de mettre fin aux garanties optionnelles ou de diminuer le niveau de protection, bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la modification au premier jour de paye qui suit la date de réception chez l'assureur. Donc, bon là, on est le 12, je reçois la demande aujourd'hui pour une demande d'annulation. Bon, mais à ce moment-là, les garanties vont être annulées à compter du premier jour de la période de paye qui suit le 12 janvier et ainsi de suite. Juste un petit rappel, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident là, de naviguer là-dedans. Ça, là, ce que je vous présente, c'est les combinaisons possibles au niveau là, de la garantie d'assurance à maladie complémentaire puis l'assurance maladie de base. Donc, vous voyez, bon, qu'on ait comme le volet complet ou le volet réduit, on a toujours la possibilité comme d'être avec le statut de protection individuelle, familiale, monoparentale ou exempté. Si je suis individuel, ben, à ce moment-là, j'ai la possibilité là, d'avoir là, uniquement l'individuel au niveau des garanties de maladie complémentaire et soins dentaires. Par contre, si je suis familial au niveau de la garantie de maladie de base, ben, j'ai la possibilité d'être individuel ou familial pour les garanties complémentaires et les soins dentaires. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'une personne qui avait familial en maladie de base, volet complet ou volet réduit, familial en complémentaire, en maladie complémentaire et familiale en soins dentaires, cette personne-là a la possibilité de dire, ben moi, ça me coûte trop cher maintenant, je ne veux plus assurer mon conjoint et mes enfants pour la garantie d'assurance maladie complémentaire, donc qui regroupe les professionnels de la santé puis les soins dentaires. Je vais juste aller me chercher une garantie complémentaire puis un soin dentaire pour moi en titre d'individu. Donc, à ce moment-là, elle peut demander à être individuelle pour la maladie complémentaire ou les soins dentaires. À l'inverse, quelqu'un qui avait un statut de protection monoparentale pour l'option 1 et l'option 2 peut dire, bon, ben, j'assure plus mes enfants, puis je garde un statut individuel uniquement. Puis à l'inverse, ben, quelqu'un qui était exempté en assurance maladie, ben, cette personne-là, elle a la possibilité
Bon, de réduire de familial à monoparental ou de monoparental à individuel. Une personne ne peut pas avoir le statut de protection monoparentale si elle a un conjoint. Donc, le statut monoparental est réservé là, aux participants ou participantes sans conjoint et avec des enfants à charge. Donc, je trouvais ça important quand même là, de vous spécifier quand on parle de réduire comme les protections. C'est ce qu'on voulait dire. Donc, changer de statut de protection à la baisse, bien, sachez que c'est possible dans la période qui s'étend du 1er janvier au 1er mars. Donc, bien entendu, après le 1er mars, c'est les règles qui sont prévues au contrat qui s'appliquent. Donc, c'est-à-dire le maintien d'une période de participation de 36 mois. Les modalités de congé de prime qui sont applicables en 2023, donc pour l'assurance obligatoire, régime obligatoire, d'assurance maladie de base, il y a un congé de prime partiel de 3,5 qui est accordé en 2023. Donc, que ce soit le volet complet ou le volet réduit. Pour les gens qui ont choisi là, le régime optionnel d'assurance soins dentaires, communément appelé l'option 2 de notre côté, le congé de prime total est accordé pour les 2 premières périodes de paye complètes, donc du mois d'avril 2023. Donc, 4 périodes de paye pour les salariés qui sont payés à la semaine. Puis, pour ce qui est là, du régime d'assurance vie, donc qui est l'option 3, le congé de prime partielle qui est accordé en 2023, la tarification en tant que telle qui est présentée là, dans le Zoom que vous allez recevoir après la présentation, il tient compte de ce congé de prime partielle-là. Donc, bien entendu, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a toujours notre service à la clientèle là, qui est disponible là, pour vous répondre. Donc, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Là, au niveau de l'exonération des primes, on a apporté des gros changements quand même là, au 1er janvier 2023. Donc, ça, c'est ce qui était prévu dans la présentation initiale. Par contre, depuis qu'on a acheminé les conditions de renouvellement aux employeurs, il y a eu certaines précisions qui ont été apportées en lien avec le retrait de l'âge maximal de 65 ans concernant l'exonération de primes. Je vais vous présenter en primaire un petit document qu'on a bâti de notre côté. Donnez-moi juste 2 petites secondes ici. Parfait. Donc, c'est un petit aide-mémoire, en fait, qu'on a bâti. Faire une mise en contexte, avant le 1er janvier 2023, peu importe la situation en tant que telle, il y avait une fin d'exonération de primes à l'âge de 65 ans. Qu'est-ce que l'exonération de primes? En fait, c'est lorsqu'il y a une période d'invalidité après une certaine période de temps qui varie en fonction là, du secteur d'activité. Il y a là ce qu'on appelle un congé de paiement de primes d'assurance collective. Donc, on arrête de charger des primes pour l'assurance vie, l'assurance maladie, maladie complémentaire, le dentaire. Donc, tout ça, ça se terminait à 65 ans. La période maximale qui est prévue au contrat pour l'exonération de primes, c'est 36 mois. Donc, une personne ne peut pas être exonérée de ses primes pour une période de plus de 36 mois, suivant la date à laquelle elle est devenue invalide. Ceci étant dit, ce que ça faisait, ça, c'est que quelqu'un qui tombait invalide à 65 ans ou plus tard ou après l'âge de 65 ans, il ne pouvait jamais bénéficier du congé de paiement des primes lorsqu'elle était en invalidité. Donc là, le comité nous a demandé un petit peu de réfléchir à une solution de ça et de retirer la notion d'âge comme du 65e anniversaire, puisque ça l'a donné, ça, c'est des nouvelles conditions en tant que telles pour justement s'assurer qu'il n'y a pas d'iniquité
entre une personne de moins de 65 ans et une personne qui est âgée de plus de 65 ans. Donc, au niveau de l'assurance vie, ce que ça a donné, ça, comme modification, dans le document, là, les modifications sont identifiées par ce petit symbole-là. Donc, on avait initialement la date à laquelle la personne salariée n'est plus invalide. Ça le dit, la personne n'est plus invalide. Fait qu'à ce moment-là, elle est apte au travail. Bien entendu, il y a une fin d'exonération de prime. Ici, on est venu modifier comme le deuxième point pour la date à laquelle la personne salariée n'est plus considérée invalide pour une autre raison autre que l'atteinte de l'âge de 65 ans et par conséquent ne reçoit plus de prestations d'assurance salaire. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si une personne était en invalidité et que les informations médicales ne permettaient plus de reconnaître ne permettent plus de reconnaître la personne invalide, que ce soit au courant là, des 2 premières années d'invalidité, là où vous êtes en assurance traitement par votre employeur, ou lorsque vous êtes payé par Manuvie, bien, à ce moment-là, l'exonération des primes cesse. Donc, ça, on est venu là, le préciser dans le document. L'exonération des primes cesse à la date du 65e anniversaire de naissance si la personne salariée est devenue invalide avant l'âge de 62 ans. Pourquoi? Parce que si la personne est devenue invalide avant l'âge de 62 ans, elle va alors avoir bénéficié d'une période de 36 mois minimum comme d'exonération de primes. En gros, c'est ça l'essence de ce point-là. Et le troisième point qu'on est venu rajouter en tant que tel, c'est que là, on enlève le 65 ans, mais il faut quand même qu'il y ait une fin, une monnaie au niveau de l'exonération des primes. Donc, on voulait pas être moins généreux que ce qui était déjà prévu pour les garanties d'assurance maladie complémentaire et soins dentaires. Donc, le comité, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a pris la décision de mettre une période maximale de 36 mois d'exonération de primes. Donc, ça se traduit par la date correspondant à la fin d'une période de 36 mois, suivant la date de début d'invalidité. Si la personne salariée est devenue invalide avant à l'âge de 62 ans ou après, et sous réserve du maintien du lien d'emploi. Après cette période, étant que le lien d'emploi est maintenu, la personne salariée doit alors payer elle-même à l'assureur la prime totale prévue pour les régimes d'assurance dont la participation est maintenue. Donc, lorsque la personne a maintenu ses garanties, elle est toujours en lien d'emploi. Fait qu'à ce moment-là, après 36 mois d'exonération de prime, c'est l'assureur qui va facturer individuellement la personne et ce n'est plus l'employeur qui va être responsable de la perception des primes d'assurance. C'était déjà le même principe qui était prévu en fait au niveau là, des garanties d'assurance maladie de base, maladie de base et complémentaire, puis le dentaire. C'est juste que là, on vient l'ajouter aussi pour la garantie d'assurance vie, tout simplement. Pour ce qui est de la garantie d'assurance, comme les régimes d'assurance maladie, donc le régime de base et complémentaire, puis le régime d'assurance soins dentaires, la seule chose qu'on est venu spécifier, c'est la date à laquelle la personne salariée n'est plus considérée invalide pour une autre raison que l'atteinte de l'âge de 65 ans et par conséquent ne reçoit plus de prestations d'assurance salaire. Pourquoi? Parce que c'était déjà prévu que, comme la période maximale d'exonération de primes en maladie puis en dentaire, c'est 36 mois. C'est juste que pour ces garanties-là, ben, ça cessait automatiquement à 65 ans. En ajoutant cette petite phrase-là, ben, on vient dire en tant que tel ben, que la personne a le droit quand même à son 36 mois d'exonération de primes, et ce, même si elle atteint 65 ans en cours d'invalidité ou que l'invalidité débute à 65 ans ou après. Donc, on est certain à ce moment-là que tant aussi longtemps que le lien d'emploi est maintenu, il y a une période d'exonération de primes de 36 mois qui s'applique à ce moment-là.
Juste une petite précision parce qu'on n'en parle pas là-dedans, mais c'est quand même bon de se le savoir. Lorsqu'on parle de l'exonération de primes, il faut qu'il y ait une perte salariale. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que à chaque fois qu'il y a une perte salariale, l'exonération des primes s'applique. Par contre, lorsqu'il y a, là, bon, on le voit plus là, pour les cas de CNESST, tout ça, lorsqu'il y a une assignation temporaire et que la personne salariée reçoit 100 de son salaire pré-invalidité, à ce moment-là, l'exonération des primes ne s'applique pas. Toujours important de se rappeler que le 36 mois d'exonération de primes, c'est le maximum que la personne, excusez-moi, que la personne peut avoir en exonération de primes. Par contre, je vais vous donner un exemple. Si j'ai une personne qui est, bon, 1 an en arrêt de travail complet et 2 ans en assignation temporaire à 100 de son salaire, mais cette personne-là va bénéficier de l'exonération de prime uniquement pour une période de 12 mois, donc soit les 12 premiers mois d'invalidité. Donc, le 36 mois débute à la date de début d'invalidité et se termine 36 mois plus tard. Donc, quelqu'un qui a été 6 mois en assignation temporaire sur la période de 36 mois va avoir droit à 30 mois d'exonération de prime, puisque les 6 autres mois, il va avoir reçu 100 de son salaire. Donc, on se rappelle, il y a une perte salariale. À ce moment-là, l'exonération des primes s'applique. La personne n'a pas de perte salariale, il n'y a pas d'exonération de primes qui s'applique. Je vous dirais, moi, je pense que ça fait pas mal. Oui, c'est ça. Pour moi, de mon côté, là, ça fait le tour des modifications contractuelles. Donc, j'ai parlé de la maladie complémentaire, l'option 1. J'ai parlé du dentaire et également là, de l'exonération de primes. Donc, ça fait le tour pour moi, puis je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Oui, juste avant, M. Lucier, je Oui, vais juste compléter. Effectivement, là, vous avez de lever la main. Si vous avez des questions que vous n'avez pas de micro, vous pouvez l'écrire dans le chat, mais je vous invite fortement à lever la main. Juste avant de débuter la période de questions, là, il y a toujours notre petite actualité syndicale qu'on fait. Je ne sais pas si Mélissa, elle est là. Bien sûr, Christine, je Voilà. suis là. J'attendais Merci de me que sauver. oh, sauver, un grand mot. Donc, Oui. actualité syndicale. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent au syndicat. Donc, journal syndical, je ne sais pas si vous avez vu passer, là, mais on a une super équipe qui a travaillé sur un journal syndical. Puis en ce moment, il y a un petit concours pour trouver un nom à notre journal. Fait qu'on vous invite à en faire la lecture, puis à nous soumettre vos idées. Fait que c'est un journal syndical, c'est super intéressant, les articles, c'est court, c'est bien fait. Fait que merci particulier à notre équipe qui a produit ce journal syndical. Donc, InfoNégo. Vous allez recevoir d'ici quelques jours un nouvel InfoNégo de comment se passent nos négociations. Malheureusement, vous savez bien que ça n'avance pas au rythme que les syndicats voudraient. Fait qu'on vous invite à rester à l'affût parce qu'on va avoir besoin de vous et de votre participation pour nous aider dans les négociations. Après tout, c'est pour vous qu'on le fait. Puis je trouve ça super intéressant que vous vous teniez au courant de ce qui se passe avec le gouvernement. Congrès FTQ. Donc, la semaine prochaine, une grande partie de notre équipe est au Congrès FTQ qui aura lieu à Montréal. Ça va être super intéressant parce que on a des bonnes chances de croire que nous allons élire la première femme à la tête de la FTQ, une femme que nous avions invitée l'année dernière pour la Journée internationale des droits des femmes, donc Mme Magali Picard. Si vous pouvez aller visiter là, le site de la FTQ ou pour juste googler son nom pour voir là, ce qu'elle représente, vous allez trouver ça. En tout cas, moi, je la trouve vraiment intéressante et j'ai vraiment hâte de voir le changement qu'elle souhaite apporter à la FTQ. Et dernièrement, dernière actualité syndicale, campagne unie pour sortir de l'ombre. Donc, la campagne se poursuit. Restez à l'affût. Nous allons bientôt là, nous mettre en action là, pour porter les chandails qui ont été distribués. Donc, je vous remercie et je passerai peut-être la parole aux gens qui veulent poser des questions à M. Lucier. je vais juste arrêter mon partage que je sois en mesure de voir. Moi, je vais arrêter aussi la présentation. Donc, merci.